La particularité de cette affaire, c'est qu'un enregistrement témoigne de la barbarie des criminels. Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002, un appel est reçu au centre de secours. L'opératrice tente d'avoir des informations, mais elle n'a que 26 secondes de cris de frayeur, puis l'appel est coupé. Elle tente alors de rappeler le numéro, mais celui-ci ne décrochera plus jamais. Le 12 janvier 2002, sur la petite commune de Tertry, un agriculteur découvre un corps calciné sur un terrain qui sert de dépôt végétal aux agriculteurs locaux. À quelques kilomètres au sud-est de cet endroit, un véhicule avait été laissé accidenté dans la nuit du 10 au 11 janvier. Les enquêteurs, grâce à l'immatriculation de la voiture, étaient remontés jusqu'à une jeune directrice d'agence bancaire de 24 ans. Morte d'inquiétude, la famille de celle-ci avait appris qu'elle n'était pas rentrée chez elle le soir et qu'elle ne décroche plus au téléphone. Aujourd'hui, la probabilité de chance que ce corps carbonisé celui d'Élodie est très grande. L'identification le confirmera malheureusement. L'enquête de gendarmerie commence par retracer les dernières heures de la victime. À 24 ans, Élodie Kulik dirige une agence de la Banque de Picardie, à Péronne, depuis 2 ans. Le 10 janvier 2002, elle a passé la soirée dans un restaurant chinois de Saint-Quentin dans l'Aisne de la France, avec un ami. Puis, elle est passée boire un café chez lui. Élodie rentre à son domicile en voiture en fin de soirée, alors que la route est gelée dans un important brouillard, mais la route est peu fréquentée à cette heure tardive. À minuit 21, elle appelle les pompiers, mais l'appel est brusquement coupé après des hurlements indiquant qu'elle vient d'être enlevée. Plusieurs voix d'hommes, 2, peut-être 3, sont entendues sur l'enregistrement des pompiers. Elle a visiblement été suivie et projetée sur le bas-côté de la route, sur le territoire de la ville de Cartigny, à environ 5 km de son domicile. Ses agresseurs l'ont extraite de sa voiture, lui ont arraché son téléphone afin de le désactiver. Elle a été placée dans un autre véhicule, puis amenée à quelques kilomètres au sud-est sur le chemin de terre isolé où elle a été violée puis assassinée. Son véhicule, une Peugeot 106 rouge, avait été signalé abandonné vers 0h50. La scène de crime révèle un cadavre partiellement brûlé, un préservatif, une empreinte génétique, une serviette de toilette avec des traces de peinture. Il n'y a aucune trace de pneu, bien que le crime ait eu lieu dans plein champ, la gelée l'ayant rendu trop dur. La scène étant tellement isolée que les enquêteurs en déduisent qu'il fallait connaître les lieux et qu'il s'agissait certainement d'une personne locale. L'écoute de la bande sonore met en évidence un accent picard. L'ADN est entré dans le fichier automatisé des empreintes génétiques, mais celui-ci ne matchera pas. Des barrages sont dressés sur la route nationale aux heures où se sont passés les faits pour tenter de récolter des témoignages. Ils révéleront bien que depuis un certain temps, une sorte de pirate de la route importune les automobilistes, mais rien de précis pour pouvoir l'identifier. L'enquête piétine quelque peu lorsque le 6 juillet 2002, le corps de Patricia Leclerc est retrouvé à quelques dizaines de kilomètres. Puis, le 21 août, c'est celui de Christelle Dubuisson, 18 ans. Elles sont toutes les deux violées alors qu'elles se déplaçaient sur la route, une en vélo et l'autre à pied. Les 3 affaires sont alors associées, et on peut penser qu'un tueur en série agirait la nuit le long des routes.
Un certain Jean-Paul Lecomte sera arrêté pour le meurtre de Christelle Dubisson et Patricia Leclerc. Mais les enquêteurs ne parviendront pas à le rattacher au meurtre d'Élodie. En effet, en 2002, Jean-Paul Lecomte était en prison. Il n'a bénéficié d'aucune permission de sortie et ne peut donc être le coupable. Il sera néanmoins lourdement condamné pour le meurtre de Patricia et Christelle. Le 20 juillet 2002, la mère d'Élodie, désespérée de voir que l'enquête n'aboutit pas, tente de se suicider, avec de la mort au rat. Elle restera dans le coma jusqu'à sa mort, le 10 juillet 2011. Les parents d'Élodie avaient déjà été durement frappés par un drame. Ils avaient déjà perdu 2 enfants dans un accident de voiture avant la naissance d'Élodie. Le père d'Élodie, maintenant seul, ne baisse pas les bras. Il multiplie les émissions de télévision pour médiatiser l'affaire par peur que celle-ci ne soit classée. De leur côté, tout est tenté, mais rien n'aboutit. Malgré l'ADN retrouvé, ils sont presque résignés quand le commandant de gendarmerie, Emmanuel Fan-Awa, chef du département de biologie de l'RCGN, fraîchement rentré d'un stage aux États-Unis, ne tente une technique qu'il a découverte au FBI et qu'il a développée en France. Il s'agit de la recherche en parentèle. C'est une première en France. Le principe est simple. Chaque individu a un ADN unique, avec une partie fournie par son père et l'autre partie fournie par sa mère. Chaque individu d'une même famille possède donc une partie d'ADN identique. Si l'ADN du tueur n'est pas dans le FNAEG, celle d'un membre de sa famille l'est peut-être. L'IRCGN recherche alors dans le FNAEG non plus de l'ADN 100% identique à celui du violeur, mais un ADN très proche. 10 ans quasiment jour pour jour après l'assassinat, un ADN est mis en évidence. Il s'agit d'un homme de la région, alors emprisonné pour une affaire d'agression sexuelle sur une mineure, et qui a des similitudes avec le violeur d'Élodie. Après une enquête approfondie, les soupçons se portent sur un jeune homme, Grégory Viard, plombier, et né en 1979. Il s'agit du fils de l'homme dont l'ADN avait été retrouvé dans le fichier national. Pour en être certain, il faudrait comparer l'ADN avec celui-ci. Le problème, c'est qu'il s'est tué dans un accident de voiture le 1er novembre 2003. Sa moto s'est encastrée sous un camion, arrivant de face dans une ligne droite avec la route complètement sèche. Le 24 janvier 2012, l'exhumation du corps de Grégory Viard est organisée dans le cimetière de Louzerolles. Le résultat ne fait plus aucun doute, c'est bien lui le violeur. Il aurait notamment vécu dans le même village que sa victime à Monchy-Lagache, où il l'aurait croisé durant son adolescence. Il est toujours difficile aux parties civiles d'apprendre que les mises en cause dans une affaire sont décédées. En effet, dans ces conditions, la justice arrête toute investigation. Dans cette affaire, l'enregistrement met en évidence une ou peut-être même 2 voix. Ces relations de l'époque sont donc identifiées et placées sous écoute. En mars 2012, les parents de Grégory Viard déclarent que leur fils n'était pas du genre à laisser par négligence un préservatif sur une scène de viol. Il aurait lui-même été victime à plusieurs reprises de traitements humiliants dans des histoires de dettes. En janvier 2013, plusieurs personnes sont placées en garde à vue. Ce sont tous des proches de Grégory Viard, d'avant le meurtre jusqu'à son décès. Plusieurs de ces hommes pensent reconnaître la voix d'un certain Willy Bardon. Willy Bardon faisait partie d'un rassemblement de 4x4 avec Grégory Viard à l'époque des faits.
et lui aussi est en garde à vue actuellement. Il déclare lui aussi reconnaître sa propre voix avant de se rétracter aussitôt en déclarant « Elle ressemble à ma voix, mais ce n'est pas la mienne. Ça ne peut pas être la mienne puisque je n'y étais pas. » William Bardon est placé en détention provisoire et mis en examen. La seule preuve contre lui étant la reconnaissance des voix, le juge d'instruction craint l'acquittement s'il ne parvient pas à étoffer son dossier. L'année suivante, dans l'attente d'un éventuel procès d'assises, il est remis en liberté provisoire. Plusieurs éléments de l'enquête sont approfondis. Le restaurant chinois de Saint-Quentin où Élodie a passé la dernière soirée était connu également de Bardon et de Viard, car ils y avaient fêté le Nouvel An 12 jours avant les faits. Cependant, Élodie n'y était pas, et rien n'indique que Bardon y était le 11 janvier. L'ex-compagne de Viard est réentendue puisque son ADN avait été retrouvé sur le lieu du crime. Il s'agissait d'ADN de contact transporté. De plus, les parents de celle-ci confirment que le jour du crime, elles étaient alitées chez eux. Le crime en première instance s'ouvre le 21 novembre 2019. Le verdict est rendu le 6 décembre 2019. Willy Bardon est condamné à 30 ans de réclusion criminelle conformément aux réquisitions pour l'enlèvement et le viol en réunion. Il est acquitté du chef de meurtre. À l'annonce du verdict, il tente de se suicider en avalant un comprimé. Ses avocats indiquent que Willy Bardon fait appel. Le procès en appel s'ouvre le 14 juin 2021 devant la cour d'assises en appel de Douai. Willy Bardon clame toujours son innocence, comme en première instance. Il est de nouveau condamné le 1er juillet 2021 à 30 ans de prison conformément aux réquisitions. Il est cette fois-ci reconnu coupable du meurtre d'Élodie en plus de la séquestration du viol en réunion. Ses avocats annoncent un pourvoi en cassation. Il sera rejeté. En marge de cette affaire, il faut noter qu'hormis Viard, qui est mort dans des circonstances particulières, d'autres jeunes de ce village, pourtant peu dense, meurent dans des circonstances suspectes. Au premier trimestre 2008, 2 noyades sans eau dans les poumons et une voiture carbonisée avec un occupant, mais aucun lien n'a pu être fait avec l'affaire Kulik-Viard-Bardon.